Celui qui m'a appelé, mais la conférence. C'est à la traîne. Alors ça, c'est un peu gênant quand on veut être libre. Mais si vous prenez le début du mouvement à droite en vert, début du mouvement, eh bien, la prise de décision consciente intervient 300 millisecondes avant. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a déjà des proto-activités cérébrales presque une seconde avant. Donc, il se passe des choses inconscientes longtemps avant qu'on décide finalement de lever le bras, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est pas forcément la décision consciente qui a fait lever le bras, c'est qu'il s'est passé des choses avant. Et ça a été conforté en 2008, 2011, 2013 par ces chercheurs qui sont allés jusqu'à 10 secondes avant. On a des micro-signes d'activité neuronale presque qui vont jusqu'à 10 secondes avant la prise de conscience d'une décision. Alors c'est un peu troublant. Et ça a fait dire à Daniel Wegner, psychosociologue américain, qu'il y a une relation apparente et non réelle entre la pensée et l'action. Alors je vous l'ai mis à gauche, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes inconscients. Donc s'ils sont inconscients, c'est qu'il n'y a pas de conscience, c'est pas de libre arbitre et compagnie, c'est inconscient, ça se passe, c'est une machine. Ça donne une perception consciente, et de manière parallèle, ça donne l'action. Vous voyez le truc? Sympa? Et alors lui, Fritz, nous dit la conscience nous permet probablement avant tout d'expliquer et de justifier nos décisions a posteriori. Vous avez mal dormi, hein? Et alors, il y a Barg et Morcella en 2008 qui nous disent il est vraisemblable que dans la nature, la pensée non consciente soit la règle plutôt que l'exception. Voilà. Tout ça, c'est des petites touches, hein, mais vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Oui, alors, je reviens dessus parce que j'ai rien contre la pleine conscience, en tout cas contre la méditation, mais je me dis, fort de ce qu'on vient de voir, quand on prétend, en fermant les yeux, en respirant, être en pleine conscience, je me permets juste de dire qu'il y a peut-être un problème sémantique ou un problème de dénomination. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je préférais qu'on soit en pleine inconscience, vous voyez. Alors, l'autre question, c'est quelle part finalement de décision consciente avons-nous dans l'ensemble des décisions prises dans la journée? Alors, déjà, un petit mot sur l'inconscient. Là, on parle bien de l'inconscient neurologique. C'est un non-conscient ou subconscient qui est différent de l'inconscient psychanalytique. Qui lui est plus une entité. Voilà. Donc, là, on parle bien de l'inconscient neurologique qui se situerait grosso modo, j'allais dire une bêtise, dans des structures limbiques, des parties du cortex, etc., dans les noyaux gris centraux, toute la partie comportement moteur, automatique, gestuel, etc. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une collaboration, une influence très forte entre le conscient, les processus conscients et inconscients. Les deux s'influencent. Alors il y a Huawei, l'opérateur chinois, ça paraît étrange, mais il travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et donc en 2017, ils ont fait une étude pour juger du niveau, du taux de décision consciente que nous pouvons prendre dans la journée. Alors, ils ont trouvé le chiffre de 35 000 décisions quotidiennes au total, alors que les sondés pensaient qu'ils décidaient de manière consciente 92% de leurs décisions. La réalité, vous sauriez me dire à peu près à quel niveau ça se situe? 1%, 10%, 5%? Ah, 0,26. Ça, pareil, ça fait mal. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est juste, je vous dis simplement que, voilà, les études qui sortent comme ça. Alors moi, la conclusion que j'en tire, c'est que, semble-t-il, il y a un choix inconscient dans notre cerveau qui détermine les stimuli qui méritent de devenir conscients pour nous permettre de prendre une décision consciente. Mais à la base, il y a des choix inconscients. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis clair. Hein. Il y a quelque chose qui décide à notre place. Ça, je le mets sous l'éclairage ou pas. Et ça, c'est un peu corroboré finalement par les expressions, ce qu'on appelle la sagesse populaire, les expressions. Quand on dit une idée me vient, j'ai une arrière-pensée, j'ai une idée dans la tête, ça me traverse l'esprit, j'ai une idée à germer. On a l'impression qu'effectivement ça sort de quelque part. Quoi, hein. Je sais pas. Oui. Ah oui. Mais selon le mode d'existence qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, il y a un certain libre arbitre de notre déterminisme. On va avoir mal à la tête, on n'a pas pris de Doliprane. Alors, il y a un homme intéressant, c'est William James, en 1890, qui a écrit des choses que j'ai essayé de mettre la subscientifique moelle. C'est un psychologue américain. Une conscience, on
a une conscience pour diriger un système nerveux qui est devenu trop complexe pour se réguler lui-même. Et il note de manière pertinente, parce qu'on le voit tous les jours, la conscience n'est intense que lorsque les processus nerveux sont hésitants. Quand on doit décider, décider ça veut dire couper, trancher. Quand on doit décider, eh bien là, on a la conscience qui est au maximum parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. A l'inverse, quand on a des actions rapides, automatiques, habituelles, elle se réduit à un minimum. Quand on conduit, par exemple, on n'est plus vraiment dans la voiture. Mais il dit, James, je prétends vouloir croire au libre arbitre, même si c'est illogique. Donc ça, c'est une vision de 1890. Là, j'ai repris des images de Bruno Suarez, qui vient régulièrement à Nice, qui travaille à l'hôpital de Thiers, qui a essayé de trouver le positionnement physique au niveau cérébral, quels sont les piliers du libre arbitre dans le cerveau. Et ce que nous disait Suarez, c'est qu'il y a probablement deux aires en particulier qui contribuent à cette impression de prendre des décisions de manière libre. C'est le cortex singulaire antérieur à gauche, c'est le centre du désir et de la volonté d'agir, et à droite, vous avez le lobe pariétal, centre de l'agentivité, zone de la conscience, de soi et proprioception. Voilà, donc il y aurait, quelque part, il y aurait une géographie du libre arbitre. Alors là, petit sigle complexe, vous connaissez pour certains d'entre vous probablement l'espace de travail neuronal global. Ça, c'est les travaux de Bernard Bars, Stanislas Dehaene, du Collège de France, qui est directeur de Neurospin, c'est ça, Neurospin, et Jean-Pierre Changeux. Donc en gros, pour vous la faire simple, vous avez à gauche tout un ensemble de processus neuronaux, les processus. Quand c'est noir, c'est inconscient, et là vous en avez une partie en vert, c'est que c'est passé dans la sphère consciente. Comment ça fonctionne? Il y a des processus modulaires et automatiques, donc tout ça repose sur des neurones à axones longs, on va le voir après. Et lorsqu'un flux de pensée présente un intérêt, donc là on est dans les flux de pensée, en fait on pense de manière permanente, on a 1000 pensées inconscientes. Hein. Mais en gros il n'y en a qu'une, pour faire court, il n'y en a qu'une dont on a vraiment conscience à un instant T. Mais lorsqu'un flux de pensée présente un intérêt, il passe sous le lampadaire de l'espace de travail neuronal global, et à ce moment-là on assiste à un embrasement cognitif qu'on voit très bien à l'IRM, et ça rentre dans la sphère consciente. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui a décidé que ça présentait un intérêt à votre insu. Et là, ça devient donc une expérience synthétique rapportable. On peut dire, je pense, j'ai conscience de, parce que c'est passé sous le lampadaire. Alors, ce qui est amusant, c'est que, donc en gros, pour faire court, il y a une pensée qui peut passer sous le lampadaire à la fois. Et ce qui est amusant, c'est que René Descartes, au XVIIe siècle, disait « les idées s'empêchent l'une l'autre ». Parce qu'on peut s'interroger, on a un gros cerveau, on se dit pourquoi je n'arrive pas à penser 3-4 fils de pensée simultanément. On est handicapé, on n'arrive pas à penser de tas de choses en même temps, parce qu'il y a un goulot d'étranglement. Et alors physiquement, ça donne le connectome. Le connectome à droite, c'est vraiment intéressant, c'est le plan. Là, vous avez vraiment, alors c'est colorisé, etc., mais vous avez vraiment la filasse des neurones longs qui relie les différents lobes, les différentes aires du cerveau. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un corrélat cérébral que vous voyez ici, donc c'est plutôt joli. Et il y a donc l'étude de ce connectome, c'est la connectomique, qui est le plan complet des connexions neuronales. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand ce connectome dysfonctionne, ça nous donne des pathologies. Et c'est une façon de dire que l'esprit, en tout cas le mental et le cerveau, sont coextensifs et non dissociés. Alors j'ai mis quelques exemples ici. Quand on a des connectopathies développementales, ça peut donner de l'anorexie. Quand c'est dégénératif, ça peut donner la sclérose ou l'Alzheimer. La connectopathie traumatique, c'est celle des boxeurs, c'est celle des rugbymen, c'est les pilotes de chasse aussi, etc., avec les accélérations. C'est le syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Les anomalies de connectome, ça peut donner des spectres autistiques, hypoconnectivité, des problèmes schizophréniques, etc. Ça, c'est pour la partie connectome, mais on a la même chose avec les gliopathies. Parce que vous savez, dans le cerveau, il y a des neurones et de la glie, des astrocytes, etc. Alors, pour fermer cette petite parenthèse, la complexité cérébrale, finalement, répond à la complexité du monde. Vous avez le sac de nœuds de la complexité du monde à gauche et le sac de nœuds du connectome à droite. Donc, il y a une dialectique entre deux magnifiques sacs de nœuds. Alors, là, c'est pour ceux qui ont envie de s'amuser. Il y a un document de 10 pages en anglais en bas à droite, que si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Un peu compliqué, mais très très intéressant parce qu'il fait, c'est une nouvelle théorie là, développée par Le Bihan,
qui essaie de comprendre les maladies, les schizophrénies, les états comateux, etc., par l'étude, le rapprochement de la relativité, vous imaginez, la relativité restreinte avec le cerveau. C'est très intéressant, ça dépasse rapidement de compétences, mais on arrive un peu à situer ce qu'ils veulent dire, et c'est vraiment impressionnant. C'est assez récent, et voilà, c'est pour vous dire, il y a des recherches là-dedans pour montrer comment on peut mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Ce que nous disent tous, et notamment Bruno Suarez, il nous dit on est vraiment à l'aube d'une énorme révolution des neurosciences. Alors j'approche bientôt de la fin. On développe aussi depuis quelques temps les neurosciences sociales, avec notamment l'hyperscanning. L'hyperscanning, c'est de voir qu'il y a une synchronisation cérébrale entre les cerveaux de deux locuteurs, et a fortiori quand il s'agit d'une maman et de son bébé. Là, je pense qu'on a un minimum de synchronisation entre nos cerveaux. Et ça, on le voit avec des tas d'imagerie cérébrale. C'est assez intéressant de voir que les cerveaux s'harmonisent, en fait. Théorie de l'esprit, voilà. Alors, quelques questions vertigineuses.